Quand une fille, parfum vanille, prend un amant, parfum safran, leur vie s'en mêle, parfum cannelle, ils se distillent, parfum des yeux, il y a des couleurs. Allez, c'est l'un des symboles de l'élégance à la française, le parfum. Ce parfumé est d'ailleurs devenu un geste anodin, quotidien, pour près de 42% des Français, selon un sondage récent et qui concorde assez bien avec notre sondage maison que nous vous avons proposé. Mais vous êtes-vous déjà demandé, en vous aspergeant, ce que contiennent réellement nos flacons? Quels sont les composants utilisés? Est-ce qu'on doit se méfier de certains ingrédients? L'avenir est-il au parfum naturel? On a plein de questions à poser à nos invités. À poser notamment à Pierre Aulas. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur artistique olfactif pour de grandes maisons, notamment Chloé, Lacoste, Burberry ou encore Tiffany. Et à vos côtés, Valérie Demars, bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-présidente de Cosmé Bio, organisme qui regroupe plus de 400 acteurs de la parfumerie et de la cosmétique bio. Et vous êtes la créatrice et le nez de Aimé de Mars, maison française de parfums et de soins naturels. 33 millions de flacons de parfums ont été vendus en 2018, mais de la récolte des fleurs aux produits conditionnés, comment sont-ils créés? Combien coûtent aussi les matières premières? Bérénice Lemestre s'est rendue dans les coulisses de la fabrication de parfums à Grasse, évidemment, la ville aux 1000 senteurs. C'est une belle de mai qui éclot au petit matin et exhale son parfum subtil. À Grasse, capitale mondiale du parfum, on cultive cette rose centifolia avec amour. Tous les jours, il y en a à ramasser. Alors on le fait plutôt le matin puisque on a cette fraîcheur. Voilà, le parfum est plus intense et puis elle est un petit peu légèrement humide. Cette rose sans pétales est fragile. La récolte est méticuleuse et se fait exclusivement à la main. La floraison n'a lieu qu'une fois l'an et la récolte ne dure que 4 à 6 semaines au mois de mai et juin. Mais avant de retrouver ses effluves dans la parfumerie de luxe, la rose centifolia doit être transformée, et ce, le plus vite possible. Au fur et à mesure que le produit que la matière première va rester au contact de l'air, tout ce que vous sentez en rentrant, c'est perdu. Elles sont ensuite placées dans ces cuves d'extraction et mélangées à 40 degrés avec un solvant, l'hexane. Le contact avec l'hexane va permettre de récupérer toutes ces molécules olfactives. C'est bon. Allez, quitte, ça y est, ça sent plus rien. Il faut ensuite faire évaporer tout le solvant pour obtenir la concrète, un concentré d'essence sous forme de cire solide. Pour vous donner une idée, ces deux boîtes-là représentent 10 tonnes de fleurs. La transformation de la rose n'est pas terminée. Il faut rajouter de l'alcool, puis filtrer le tout pour éliminer ces cires et n'obtenir que l'absolu de rose. Là, c'est le produit qui a été débarrassé de toutes ces cires. Ça, c'est le nirvana des parfumeurs. L'absolu de rose centifolia, un graal pour les parfumeurs du monde entier. 1 litre de cet élixir coûte entre 10 et 12 000 euros. Cela paraît hors de prix, mais il y a à peine quelques milligrammes dans un parfum fini. Olivier Cresp est maître parfumeur. En 40 ans d'expérience, il a créé plus de 250 fragrances pour les plus grandes marques de luxe. Et cette rose centifolia, il aime l'utiliser. Elle apporte beaucoup de noblesse, beaucoup de féminité. J'adore son départ qui est un petit peu fruité, il sent la poire, il est pétillant. Mais certaines matières premières d'exception peuvent coûter encore plus cher. Le nec plus ultra dans les produits qui coûtent cher, c'est justement le oud. C'est une écorce d'arbre que nous faisons ramasser en Inde. Les prix peuvent varier de 10 000 euros à 70 000 euros du kilo. Ainsi, pour créer un parfum, Olivier Cresp a à sa disposition différentes senteurs qu'il arrive à combiner pour créer des parfums originaux. Et pour trouver le juste équilibre entre toutes ces senteurs, il lui faut en général 2 ans de travail. Si les prix varient selon les marques et les parfums, cela est d'abord lié à la qualité des molécules de synthèse ou des matières premières choisies dans la formule. Mais au final, ce concentré ne coûte en général qu'entre 1,50 € et 4 € pour un parfum à 70 €. Alors donc Pierre Aulas, en plus de ce concentré odorant dont on vient de voir l'élaboration, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un parfum? Si on devait schématiser, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, c'est assez simple.
En fait, il y a en gros 20% de ce concentré parfumant. Le reste, c'est une solution avec de l'alcool et de l'eau. Et ensuite, il y a aussi quelques agents qui permettent de stabiliser la couleur, stabiliser le parfum, des choses comme des filtres ou des stabilisateurs. On a une question de Christine qui nous dit pourquoi ne pas utiliser que des produits naturels pour faire les parfums. Au moins, il n'y aurait plus de soucis, on serait sûr que ce n'est pas mauvais pour la santé. Puis question complémentaire d'Eva qui nous dit quand je lis la liste d'ingrédients de mon parfum, c'est totalement habitable. Y a-t-il des composants qui posent problème et lesquels? Valérie de Mars, d'abord sur ce point, quels sont aujourd'hui les composants potentiellement problématiques dans un parfum? C'est vrai que dans la liste INCI, c'est un petit peu compliqué, mais on va retrouver des composants au nom barbare comme le butylméthylphénylpropionyl, c'est le lial qui donne cette odeur de muguet, un perturbateur endocrinien. Il va être interdit en mars 2022. Mais pour l'instant, il est encore dans les parfums. Pour l'instant, il est encore utilisé dans les parfums. Il y a aussi le BHT ou le BHA qui sont des butylhydroxytoluène par exemple, qui là sont là comme des antioxydants pour stabiliser l'odeur dans le temps. Et puis les colorants qui vont apporter la couleur violette, rose qu'on peut voir sur certains jus, et les filtres UV, anti-UV, pour stabiliser ces couleurs dans le temps. Et ça, ces matières-là, ce sont des perturbateurs endocriniens avérés. Aujourd'hui, ils sont fortement suspectés, ils sont en cours d'étude, mais ils sont autorisés. Vous avez travaillé pendant 7 ans pour une grande marque de parfumerie. Est-ce que les parfumeurs, aujourd'hui, ils sont capables de se passer de tout ça? Oui, on est capable de s'en passer. Moi-même, je n'utilise pas de colorant, et donc je n'ai pas besoin de filtre anti-UV pour stabiliser ces colorants. Mais les jus c'est la couleur du parfum, c'est comme ça qu'on appelle chez nous. Ils sont du jaune clair au orangé clair. D'accord. Mais voilà. ça pose pas de problème. Non, ça veut dire que le client potentiellement peut être moins attiré par un parfum. Moi, ça ne me pose aucun problème en fait. Oui. C'est la nature, c'est la couleur des plantes, c'est la couleur de l'huile essentielle de rose qu'on verra plus tard. Oui. Voilà. Pierre Aulas, vous qui êtes né pour de grandes maisons, quelle est la part de molécules naturelles et la part de molécules de synthèse que vous utilisez dans les parfums? C'est très variable. C'est très variable, ça va entre 0 et 100. En fait, en gros, il y a des parfums qui sont, j'imagine, 100% synthèse et d'autres qui sont 100% naturels. Mais est-ce que pour vous, on doit les craindre, ces molécules de synthèse? Est-ce que, par essence, elles sont plus dangereuses que celles qui sont naturelles? Alors, vous savez, pour qu'un parfumeur puisse utiliser une molécule de synthèse, la société qui la met au point prend des années parce qu'il y a énormément de contrôles, énormément de tests d'innocuité, des tests d'allergie, tout ça qui sont faits. Et ça coûte aussi très très cher, et avant qu'elle puisse être à disposition des parfumeurs, je peux vous dire qu'elle a subi toute une batterie de tests. C'est pas du tout je crée ça et je le mets directement dans le flacon, pas du tout. Oui, et des molécules naturelles, elles peuvent poser des problèmes aussi. C'est possible d'être allergique. Exactement, mais en fait c'est même pire que ça, c'est-à-dire que les plus allergisantes, les plus allergènes sont issues de matières premières naturelles. Mais en fait, ce qui est écrit derrière les flacons sur cette fameuse liste qu'on appelle la liste INCI, en fait, qui vous fait tout un listing des choses qui sont potentiellement porteurs d'allergènes. En fait, c'est juste pour prévenir les gens qui savent qu'ils sont allergiques au linalol, au limonène, qu'en fait, il pourrait y en avoir dedans. Mais c'est pas parce qu'on voit une grande liste, comme disait tout à l'heure la spectatrice, une grande liste qu'en fait, c'est forcément pour ça que vous allez développer des allergies. Et ça ne concerne en fait que une toute petite part infime des consommateurs. Donc faut pas tout mélanger. Oui, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut privilégier les listes d'ingrédients un petit peu plus courtes. Alors c'est le cas dans l'alimentaire et parfois dans les cosmétiques. En tout cas, ces listes INCI, elles intéressent beaucoup les associations de consommateurs. 60 millions de consommateurs a mené une enquête sur la composition des parfums les plus vendus en France. Les artisans de la boutique du menuisier ne se lasseront jamais de vous voir sourire. Retrouvez toutes nos fenêtres, portes et volets sur laboutiquedumenuisier.fr.
et parfois dans les cosmétiques. En tout cas, ces listes, Inky, elles intéressent beaucoup les associations de consommateurs. 60 millions de consommateurs a mené une enquête sur la composition des parfums les plus vendus en France. Un classement en est ressorti. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ils ont cherché beaucoup de choses, tous les ingrédients qu'on a décrits, qui sont supposés être perturbateurs endocriniens, etc. Beaucoup d'allergènes, une soixantaine d'allergènes. Ils ont fait des mesures sur les flacons. Ils ont aussi épluché les listes d'ingrédients. Et donc, ils ont établi un palmarès avec des tops et puis des flops. On commence par les femmes. On commence par les femmes. Donc, il y avait 10 parfums pour femmes, 6 pour hommes. Donc, pour les femmes, c'était des autres parfums. Donc, je vais commencer par les tops. Alors, il y a 3... Et les notes ne sont pas très hautes parce qu'il y a souvent des allergènes. 12,5. Il n'y a pas de grands méchants, vous voyez, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens potentiels, il n'y a pas de colorants indésirables, mais il y a quand même des produits allergisants, c'est ce que vous disiez. Tout le monde ne va pas réagir, mais il y a des gens qui peuvent réagir. Donc les trois meilleurs du classement, c'est Chanel, c'est Coco Mademoiselle de Chanel, Black Opium d'Yves Saint Laurent et Yes I Am de Cacharel. Ils ont la même note, 12,5. Donc c'est pas très haut, ça veut dire c'est assez bien. Ouais. On regarde les derniers du classement maintenant. Alors là, ça descend en dessous de la moyenne quand même, avec 2 parfums à 9,5. C'est La Petite Robe Noire de Guerlain et J'adore de Dior. D'accord. Et le dernier, c'est Angèle de Mugler qui a 9 sur 20. Ouais. Voilà. Parce que il y a des colorants qui posent, ouais. voilà, des colorants qui posent problème et des substances qui sont soupçonnées d'être perturbateurs endocriniens mais qui restent autorisées dans la législation. Ce qui est plus étonnant, c'est pour les autres toilettes pour hommes. Là, tout le monde est à peu près dans le même type de note. Oui, chez les hommes, c'est serré. Le meilleur, il a 12,5. Les moins bons, ils ont 11. Donc, on le voit, il y a... Un en dessous de la moyenne. Oui. Ben non, parce qu'il n'y avait pas de gros méchants dans les ingrédients, mais quand même des choses qui peuvent poser souci. Donc, on le voit, le numéro 1, c'est 12,5, qui a 12,5 sur 20, c'est Bleu de Chanel. Et les 2 derniers qui sont pas très très loin, c'est Terre d'Hermès et Le Mal de Jean-Paul Gaultier qui ont 11 sur 20. Ah, alors question de Véronique maintenant. J'ai le même parfum depuis 15 ans et je ne m'en lasse pas. Mais si les molécules de synthèse étaient remplacées par des naturels, est-ce qu'on peut m'assurer que l'odeur serait toujours la même? Est-ce que techniquement c'est possible ça? Ah oui. Possible. Mais non, il y a beaucoup de molécules de synthèse qui ne sont pas du tout reproductibles en naturel. Si vous ne vous les formulez qu'en naturel, on peut obtenir des parfums très très bien et très jolis. Mais en fait, vous oubliez les notes gourmandes, vous oubliez la majorité des notes fruitées, vous oubliez une grosse partie des notes dites ozoniques ou marines. Donc en fait, c'est pas la même façon de parfumer. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, dites-nous. En fait, là où c'est vrai, on ne peut pas imiter un parfum synthétique en parfum naturel. En revanche, on a quand même une palette de matières premières à notre disposition importante. 400 matières, là où le conventionnel en a 4000, d'accord. Ouais. Mais il faut réinventer la parfumerie naturelle. Donc on va faire des associations différentes. Par exemple, tout à l'heure vous disiez on ne peut pas avoir de parfum gourmand. Si, on a le maltol qui existe en naturel. Dans la synthèse, c'est l'éthylmaltol. On lui a greffé un bras pour qu'il soit super puissant, super plus fort. Et le maltol, ça va donner... C'est l'odeur de caramel. Caramel, d'accord. Voilà. Ouais. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas avoir une odeur de Pour caramel avoir un parfum naturel? qui tient davantage, j'imagine que c'est ça. Voilà, en fait, il va être hyper puissant le parfum synthétique, là où le parfum naturel va être, d'après les consommateurs, un petit peu plus délicat. Ça veut dire qu'il faut moins tenir sur la peau, qu'il faudra sûrement mais parfumer pas beaucoup dans la forcément. journée? Pas Là, forcément. je suis pas tout à fait d'accord. Vous pensez que ça tient moins bien? Je pense que ça tient moins bien parce qu'en fait, en synthèse, on a des molécules qui sont beaucoup plus fixatives et qui permettent une diffusion bien plus large. Mais après, je ne me fais pas le champ entre ni de l'un ni de l'autre. Je travaille aussi sur des projets sur le naturel. Non, mais c'est intéressant de pas la savoir même les différences entre les deux, même justement en termes d'odeur. On a voulu faire le test avec vous, les amis. Vous avez devant vous 2 parfums. Alors, toi, Victoire, c'est à la rose. Et toi, on t'a réservé la vanille, Fabien. L'un est de synthèse et l'autre est naturel. On n'est pas des nez. Est-ce que vous arrivez justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous arrivez comme ça à sentir une différence entre les deux, ou est-ce que tu te dis finalement c'est de la vanille les deux? Je viens d'entendre que les parfums de synthèse étaient généralement plus forts. Ouais. J'en déduis donc que le V2 est le parfum de synthèse car il me semble beaucoup plus fort que le V1. Alors, Je ne comprends pas, c'est faux. C'est faux? mais C'est non. complètement faux. Oui. T'es trompé? Mais je plaisantais, bien sûr. Mais vous êtes tombé dans le panneau. Tout à fait. Donc tu t'es planté. Et Ouais, toi, et Victoire, toi, alors Je suis très embêtée parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas forcément à voir ces 2 parfums qui sont assez différents. 2 roses différentes, quoi. Bah, genre, je ne suis pas un nez, donc Alors, moi, je dirais que le de synthèse, c'est le 1. Oui, c'est ça. Ah, voilà, et on a quand même un nez dans Et l'équipe. pourquoi quand même, C'est malgré tout, le Il est- 1? Il est plus fort, Il est plus fort. mais moi, je préfère l'autre. Ah, Tu très le bien. trouves plus subtil. Mais il ressemble plus à un bouquet de roses. Est-ce que l'hésitation, parfois, elle se fait aussi en termes de coûts financiers? J'imagine que les parfums naturels sont beaucoup plus chers à produire.
bien sûr, ce qui est chouette aussi, c'est dans la parfumerie avec le naturel, en fait, on a accès à des matières premières qui sont très facetées, qui sont très belles, mais souvent beaucoup plus chères. C'est ça, c'est le cas pour vos parfums, ils coûtent plus cher que les parfums Non, ils ne coûtent conventionnels. pas plus cher, parce qu'en fait, moi, je mets tout l'argent dans les matières premières. Donc, en fait, un parfum, il est vrai que son prix est dû aussi à l'égérie, est dû aussi à la publicité. Donc en fait, moi je n'oppose pas le parfum naturel au parfum synthétique, je pense qu'il faut proposer les deux aux consommateurs. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une alternative et qu'ils choisissent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une volonté d'aller vers plus de naturalité chez les consommateurs en ce qui concerne les parfums. Est-ce que pour vous c'est un phénomène de mode ou vous constatez malgré tout que ça devient une tendance un peu de fond? En fait, les marques, qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent leurs consommateurs. Donc, comme il y a une tendance de fond de consommateurs qui sont de plus en plus intéressés par du bio ou du naturel, bien évidemment, les marques s'y intéressent. Parce que ça veut dire qu'il faut répondre à une attente consommateur. Donc, oui, bien sûr. Vous avez des projets dans ce sens? Oui, j'ai pas mal de projets. Vous pouvez nous parler de l'un d'entre eux, par exemple? Non. Ah ben non, j'ai pas le droit. Mais j'ai pas mal de projets avec des grandes marques qui travaillent sur des projets futurs qui vont arriver. Alors, c'est pas forcément du 100% naturel. Ça peut être essayer de faire un peu mieux. Ouais. Mais est-ce que faire mieux, c'est forcément faire du naturel? Parce que c'est fantastique. Enfin, ce parfum de rose, je sais pas où, c'est fantastique. Hein. Là, c'est la matière première. C'est extrêmement c'est de l'huile essentielle de rose. Voilà. C'est même pas un parfum. Là, et vous voyez la couleur. Fantastique. Ouais. Voilà. Et là, en termes de prix, j'imagine que c'est plus cher. Ah bah oui, c'est beaucoup plus cher. Et ce qui se passe, vous avez vu la délicatesse, en fait, c'est facetté. Bien sûr. Il y a 200 matières premières à l'intérieur d'un absolu ou d'une huile essentielle de rose. C'est déjà très facetté, c'est ça qui est chouette. Et après, souvent, parce que c'est plus cher, ils sont moins dosés. Donc c'est aussi, ça n'aide pas à faire en sorte que le parfum naturel soit aussi puissant que la synthèse. Pour d'autres raisons techniques que celles qu'on a évoquées tout à l'heure, mais c'est aussi souvent moins dosé parce que en fait, c'est un problème de coût. Ouais, très bien. On a le temps d'une dernière petite question de Marco, réaction. Il nous a dit arrêtons de polémiquer, surtout si c'était toxique de mettre du parfum, ça ne serait pas autorisé à la vente. Selon vous, Marco, il a raison? Moi, je pense que la science évolue et qu'on apprend des choses tous les jours. Il y a 15 ans, les parabènes étaient autorisés. On a su qu'ils étaient des perturbateurs endocriniens et certains maintenant sont interdits. C'est le cas du lilial et c'est le cas certainement prochainement des filtres UV. Donc on évolue aussi. Moi, au sein de Cosme Bio, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le principe de précaution. On a un doute, on n'utilise pas la matière, donc elle est interdite dans le cahier des charges. C'est le cas des filtres UV, c'est le cas d'autres matières. Et vous, quelle est votre position? En fait, vous savez que quand on formule, on a des matières premières qui sont aussi sous une régulation d'un organisme qui s'appelle l'IFRA. Donc en fait, qui applique aussi le principe de précaution. Parce que le fameux lilial dont parle Valérie, ça fait déjà un paquet de temps qu'on sait que potentiellement, parce que rien n'a été encore prouvé, qu'il pourrait être un perturbateur endocrinien. Et en fait, moi, ça fait déjà très longtemps que je l'utilise plus. C'est-à-dire que c'est les vieux parfums sur lesquels il faut faire des substitutions. Donc on est au courant de tout ça et on s'adapte bien évidemment. Et c'est tous les autres produits pareils. Et les filtres UV, c'est facile en fait à arrêter. Et on n'aura juste plus des jus roses, on n'aura plus que des jus de ces couleurs-là. Ça, c'est pas dit. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à Ghislain Beaugrand-Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier. Maintenant, on va avoir la chance de déguster la recette de notre invitée Jennifer.